Deux personnes en garde à vue depuis hier, garde à vue prolongée ce soir après la gifle donnée au chef de l'État. En marge d'un déplacement dans la Drôme, quel est le profil de ces individus? Y a-t-il eu des failles dans la sécurité du président de la République? On va en parler avec notre invité Jean-Philippe Moinet, politologue. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes également le fondateur et directeur de la revue Civique. Deux personnes sont donc toujours en garde à vue depuis hier, garde à vue prolongée ce soir après la gifle donnée à Emmanuel Macron en marge d'un déplacement dans la Drôme. On en sait plus par ailleurs sur le profil de l'agresseur présumé, un homme sans antécédent judiciaire avec un intérêt semble-t-il pour des personnalités de la fachosphère et la chevalerie. Florence Thiel. Près d'une heure avant la gifle, une équipe de l'émission Quotidien a filmé l'agresseur présumé avec deux amis. Le journaliste engage la conversation. Il y a des choses qu'on voudrait dire mais qu'on ne peut pas dire malheureusement. Par exemple ? Le déclin de la France. À la droite de l'agresseur présumé, un autre ami, Arthur C. Il a été arrêté lui aussi. Il filmait la scène. C'est donc une heure après cette séquence que Damien T. gifle le président de la République, à la grande surprise d'un de ses amis. C'est pas une personne qui est comme ça, c'est pas une personne qui a du tempérament à faire parler la violence. On est arrivé, on était tout penauds, monsieur le président allait arriver, il y avait des snipers, il y avait des gendarmes de partout. Donc non, c'était... On arrivait vraiment, comme disent les jeunes, à la cool. Damien T, 28 ans, est inconnu de la justice. Un parcours difficile associé à de la colère et de la rancœur peuvent expliquer son geste, selon son ami. Quelqu'un qui bosse en intérim, qui des fois a du mal à lier les deux bouts à la fin du mois, qui a ses associations, qui veut faire vivre un village, qui n'y arrive pas forcément parce qu'il n'y a pas les moyens. Toute la frustration de quelques années est montée et il a eu un coup de sang. Sur les réseaux sociaux, Damien T est abonné à plusieurs chaînes d'extrême droite. Également fan d'histoire médiévale, il a fondé dans son village 2 associations dans les arts martiaux historiques. Au moment de la gifle, on l'entend d'ailleurs crier « Montjoie Saint-Denis », un cri de guerre médiévale qui n'aurait rien à voir avec la mouvance royaliste. Ça sera plutôt la référence, les visiteurs. Comme il aurait pu crier des répliques qu'on sort tout le temps à l'association de Camelot, il aurait pu dire Arthur Cuillère ou quelque chose comme ça. La préfecture de la Drôme a porté plainte. Une enquête a été ouverte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'homme risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Jean-Philippe Moinet, qu'est-ce qui vous inspire le profil de l'auteur de la gifle? Eh bien, manifestement, c'est des profils de personnages un peu troubles, c'est moins qu'on puisse dire, qui sont à la limite d'une sorte de folklore moyenâgiste ou moyenâgeux, mais qui colportent aussi des comportements et une idéologie, manifestement, qui participe de l'extrême droite la plus radicale et violente, par les abonnements qu'il a, manifestement, selon les premiers éléments de l'enquête, avec des sites ou des télévisions, je pense à TV Liberté, qui est quand même dans la mouvance du Rassemblement national et de ses comparses. Et aussi, il est manifestement relié au compte YouTube de Henri de Lesquen, qui a été une des figures du lepénisme version Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois condamné pour négationnisme. Donc c'est quand même des éléments, en plus d'avoir son comparse, qui est détenteur de Mein Kampf, il y aurait des armes qui seraient dans les domiciles. Donc tout cela accrédite l'idée qu'il participe d'une mouvance d'extrême droite activiste. Alors, concernant les armes, on le précise, hein, c'est une épée, une dague et une arme à feu de collection qui ont été retrouvées. Est-ce que c'est de nature à susciter l'inquiétude, ça? Alors, il faut voir quels sont les éléments juridiques qui permettent d'avoir ces armes. Est-ce que c'est des armes autorisées? Si c'est le cas, l'état de droit est respecté. Sinon, ça accrédite l'idée qu'il peut verser. Et je voudrais souligner quand même que selon les services de police, et notamment la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur, plus d'1 millier d'activistes potentiels d'extrême droite peuvent passer à l'acte. Et qui sont d'ailleurs l'objet d'un renseignement assez précis. Il y a eu 5 attentats, rappelons-le, déjoués de cette mouvance dite ultra-droite, qui est une sorte d'euphémisme. On peut parler d'extrême droite dure et violente. 5 attentats depuis 2017 ont été déjoués venant de cette mouvance. Et des journalistes ont pu enquêter sur ces sujets. Et ce n'est pas forcément totalement du folklore ou de la marginalité. Il ne faut ni dramatiser, ni sous-estimer ce genre de menaces pour notre démocratie, tout simplement. Justement, quelles sont les caractéristiques de cette mouvance d'extrême droite royaliste dont on le dit proche?
Alors, il y a une myriade de personnages et de courants dans cette mouvance. Il n'y a pas une typologie unique dans ce genre de mouvance. Il y a quand même une tendance à avoir des référents violents, soit par les références moyenâgeuses, où on réglait les comptes par les armes, c'est quand même une référence particulière, et aussi parfois des dérives idéologiques qui en viennent à la promotion de formes de violence, soit contre les étrangers, soit contre les élites en général, républicaines. Alors pour les royalistes, il y a la haine de la République, qui est historique chez les monarchistes et les royalistes, plus ou moins affirmée. Alors, parfois, elle est très pacifiquement évoquée, mais parfois, elle est violemment évoquée. Et parfois, ces personnages peuvent aussi être troubles, à la fois dans leurs références et dans leur équilibre personnel. C'est aussi l'un des problèmes et un des sujets. Est-ce que ces gens-là sont totalement équilibrés? Parfois, ceux qui passent à l'acte, manifestement, ne le sont pas équilibrés et peuvent menacer à la fois des élus locaux, ça peut être des acteurs de leur proximité, ou le président de la République, si d'aventure il est au contact avec eux. Dans le reportage qu'on a vu, l'un des amis justement de l'auteur de la gifle interrogé disait voilà, c'est un coup de sang. Selon vous, c'est pas un acte préparé, prémédité? Alors, le coup de sang n'excuse rien. Il a beau ne pas être prémédité, l'enquête le dira, ce n'est pas forcément une excuse. Il peut y avoir effectivement des coups de sang, des émotions, mais on se demande pourquoi. Donc la question du coup de sang me semble pas forcément minorer l'acte lui-même. Je pense qu'il faut à la fois ne pas dramatiser, parce qu'on a vu que d'autres présidents avaient été victimes d'agressions, Nicolas Sarkozy, François Hollande en Tarté. Le président Chirac avait été victime d'un potentiel attentat le jour du 14 juillet par un membre d'un groupuscule d'extrême droite qui a participé de la mouvance dite identitaire, autre euphémisme d'ailleurs pour parler de l'extrême droite la plus violente. Mais il ne faut pas sous-estimer le contexte non plus dans lequel on se situe, qui fait qu'il y a aussi des chambres d'écho énormément sur certaines thèses d'extrême droite non violentes, mais qui s'affirment de plus en plus fortement dans notre pays. Il y a même des propagateurs de haine professionnels sur d'autres ondes de télévision qui font acte quotidien de diffusion de violences, qui ont été condamnés par les tribunaux de la République pour cela. Et on voit bien qu'il y a des chambres d'écho. Il y a parfois des esprits fragiles qui peuvent passer à l'acte. Et encore une fois, les services compétents de sécurité publique indiquent qu'il y a plus d'1 millier d'activistes d'extrême droite qui peuvent être susceptibles d'actes de violence dans notre pays. Donc la démocratie doit aussi prendre conscience de ça et se défendre par rapport à ces menaces, de quelque nature qu'elles soient et de tout extrémisme confondu. Alors ce qui s'est passé hier nous pose la question de savoir s'il y a eu des failles justement dans la sécurité du président de la République. Florent Bouteille nous a rejoint. Florent, comment fonctionne le service de protection rapproché du chef de l'État ? Eh bien, on va prendre l'exemple d'une visite officielle lambda dans une localité quelque part en France. Il y a des habitants qui sont déjà sur place et c'est vrai, plusieurs heures avant l'arrivée du président de la République, il y a plusieurs membres du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, qui viennent prendre la température, s'assurer que l'ambiance est normale, pas d'éléments hostiles au président de la République. Et puis il y a aussi le service de déminage avec des chiens renifleurs qui fait un tour pour la sécurité. Et puis se met en place une première enveloppe, une première bulle, la plus large, la plus à l'extérieur. Elle stoppe le trafic routier. Il y a aussi des renforts de police en général qui prennent place à proximité. L'heure avance et une seconde bulle s'installe à l'intérieur de celle-ci. Ne vont pouvoir pénétrer que des personnes qui, en théorie, ne sont au préalablement fouillées. Alors, il y a des partisans du chef de l'État, mais tous ne le sont pas forcément. Enfin, Emmanuel Macron arrive et là, il doit en permanence disposer au minimum de 3 gardes du corps qui, eux aussi, font partie du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République. Pour la petite histoire, c'est ici qu'ont trouvé Alexandre Benalla. Et si jamais un incident survient, eh bien on va prendre les images d'hier. Vous voyez, Emmanuel Macron, il voulait un bain de foule spontané. Du coup, il a un peu cassé sa bulle. Il n'y avait que 2 et pas 3 gardes du corps autour de lui. Et c'est là qu'il se fait agresser. Il se fait extirper immédiatement. Et derrière, on va voir immédiatement
immédiatement arriver les forces de sécurité de la deuxième bulle. Vous les voyez ici, ces forces de l'ordre en intervention qui finissent d'interpeller l'individu violent qui s'en est pris à Emmanuel Macron. C'est vrai qu'en théorie, normalement, s'il y a une manifestation qui plus est hostile au chef de l'État, elle ne doit pas dépasser cette deuxième bulle, cette deuxième enveloppe. Et pour la sérénité d'une visite du chef de l'État, pour les forces de sécurité, l'idéal, c'est que ces manifestants soient même repoussés au-delà de cette troisième bulle. Merci beaucoup Florent, et nous a rejoint en direct Alain Le Carreau. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France Info. Justement, vous êtes vous-même le cofondateur du GSPR, dont Florent Boutel nous a expliqué un petit peu le fonctionnement, le groupement de sécurité du président de la République. Ce qui s'est passé hier dans la Drôme, ça montre les limites de ce service que vous avez créé. Non, ça ne montre, ce qu'on a vu hier ne montre pas les limites du dispositif du GSPR, puisque il n'était d'ailleurs pas intervenu. Donc, il ne s'agit pas des limites du GSPR, il s'agit des limites de la sécurité en général du président de la République. La sécurité, comme on vient de l'expliquer, est composée d'une sécurité dite générale, qui est sous les ordres du préfet du département, qui est responsable donc de cette sécurité générale, et puis la sécurité plus rapprochée du président, qui est sous l'autorité du GSPR. La foule qui est rassemblée est sous l'autorité de la sécurité générale. Et lorsque le président arrive, comme on vous l'a dit, il est entouré du GSPR. Et alors, je ne sais pas aujourd'hui comment sont les dispositifs du GSPR, mais nous avions nous-mêmes, quand j'ai créé le groupe, des éléments précurseurs qui sont en place déjà à l'endroit où le président est susceptible de se rendre. Voilà. Donc moi, je n'étais pas sur le terrain, donc je ne peux pas dire exactement s'il s'agit des limites du GSPR, étant donné en plus que la sécurité, donc c'est la sécurité générale, comme je viens de le dire, et la sécurité rapprochée, mais c'est aussi le président lui-même. Le président lui-même participe quelque part de sa propre sécurité, et on l'a bien vu là, puisque c'est lui qui prend l'initiative de se rendre de lui-même auprès des manifestants sans attendre son service de sécurité, qui rattrape après. Donc, quelque part, le président participe lui-même à sa propre sécurité, de façon indirecte. Ça veut dire que c'est à la sécurité, au service de sécurité, de s'adapter au président de la République, éventuellement d'anticiper ses faits et gestes ? Exactement. Il y a, si vous voulez, dans un déplacement officiel du président, toute une partie qui est déjà programmée, bien évidemment, dans le détail, et à partir desquelles on met en place un dispositif général. Et puis, il peut y avoir, en dehors de ce qui a été prévu officiellement, des décisions prises par le président lui-même, qui fait que c'est au GSPR de s'adapter justement à tout déplacement soudain pris en dehors de toute programmation, j'allais dire. Et donc là, le président doit aussi tenir compte du fait que personne n'est prévenu et que le GSPR a à mettre en place et pallier le manque d'effectifs ou de dispositifs qui n'ont pas pu être mis en place par ailleurs parce que ce n'était pas prévu. Jean-Philippe Moinet, un président qui ne fait plus de bain de foule, c'est possible ? C'est quand même difficile, surtout en période préélectorale et puis même sur le principe, un président isolé. On critique beaucoup les institutions de la Ve République et parfois à juste titre pour l'isolement du président au sommet de l'État et donc sa tour d'ivoire au palais de l'Élysée. Donc il est nécessaire qu'un président puisse aller au contact des citoyens. Tous les présidents l'ont voulu, l'ont fait, chacun leur style. C'est vrai que Emmanuel Macron aime bien le contact. On l'a vu au moment du grand débat national, après les turbulences, on va dire, des manifestations Gilets jaunes. Il y a eu effectivement aussi, on s'en souvient, l'irruption de violence, banalisation parfois d'actes de violence
contre des personnes et surtout contre du mobilier. Mais on avait vu le président de la République très volontaire pour aller au contact dans toute la France. Et on sent qu'il aime ça. Et d'ailleurs, l'épisode d'hier montre qu'il a anticipé les services de sécurité. C'est peut-être le tort des services de sécurité de ne pas avoir été plus vite dans la petite course à pied qu'il a menée lui-même pour aller spontanément vers les Français. On voit bien qu'il a été extrême et finalement il a souhaité retourner aussi au contact. Oui, on sent qu'il aime ça. Bon, là, tout le monde lui dit qu'il y a des risques. Il a bien senti que ce risque était à la fois relatif, mais peut être plus dangereux à l'avenir. Donc des précautions vont peut-être être prises. Mais c'est vrai que c'est un phénomène en France, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où les présidents sont beaucoup plus, téléguidés par les services de sécurité et pas forcément en contact direct avec les concitoyens américains. En France, la tradition est d'être au contact. Et c'est bien, il faut maintenir ça. Aux États-Unis, ce sont les Secret Service qui gèrent justement la sécurité du président américain. Concernant ce qui s'est passé hier, cette agression d'Emmanuel Macron, on l'a bien vu, ça n'était pas prévu dans la foulée. Il s'est rendu à Valence, dans le centre-ville, s'offrir un nouveau bain de foule. Ça a pris du temps. Politiquement, cette agression, elle porte préjudice au chef de l'État ou au contraire, il en tire un certain bénéfice? Bon, une agression porte préjudice par définition aux institutions et l'institution présidentielle a été visée, a été touchée. Donc de ce point de vue-là, préjudice, il y a eu vis-à-vis de l'institution présidentielle. Après, la personne d'Emmanuel Macron, c'est là sans doute une forme de bêtise de l'agresseur, c'est que l'agresseur a réussi une chose, faire l'unanimité qui est rare en France, contre lui, de la classe politique, ou quasi-unanimité contre la violence. Et pourquoi ? Parce que tous les acteurs politiques voient qu'il y a des forces violentes qui peuvent agir dans la société, en France comme ailleurs, mais en France aussi, et que la démocratie, c'est justement l'arbitrage de manière pacifique de tous les conflits intellectuels, idéologiques ou politiques. Et donc, c'est l'inverse de la violence. Une démocratie ne peut se conforter et survivre que si elle exclut la violence. Et donc, c'est pour ça que de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, qui sont parfois, d'ailleurs, tonitruants dans les paroles, ont tenu à être solidaires du président de la République, en tout cas de condamner fermement la violence. Et c'est un bien qui va peut-être durer et permettre une sorte d'éveil démocratique. Alain Lecarrou, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que le président de la République est suffisamment protégé en France ? Oui, le président de la République est suffisamment protégé. Les services de sécurité sont hautement entraînés et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Dans l'événement qui s'est produit hier, la remise en cause du dispositif, à mon avis, depuis qu'on sait exactement ce qui s'est passé, n'est pas à remettre en cause. La sécurité en général, oui, puisque à aucun moment le président ne devrait être touché ou frappé par la personne à laquelle il s'adresse ou à laquelle il va serrer la main. Donc ça s'est produit, ça veut dire qu'il y a eu une faille de sécurité. Mais encore une fois, la faille de sécurité revient en partie, et là c'est les leçons qui vont être tirées de la sécurité ou générale ou du GSPR ou des deux, mais également, en partie également, du comportement et de l'attitude du président lui-même, qui n'a pas attendu le GSPR pour partir. Il devait... Enfin, c'est comme ça que ça se passait quand j'étais auprès du président Mitterrand. Il y avait toujours un rapport établi entre le responsable du GSPR et le président de la République. Et quand le président décidait de rentrer dans la foule, et Dieu sait que Mitterrand y allait souvent dans la foule, on avait toujours un contact avec lui, et s'il souhaitait aller dans un endroit de la foule, on le conduisait dans l'endroit de la foule. Merci. Mais il attendait qu'on mette en place notre dispositif. Et donc, rien n'empêche un président d'aller dans la foule. Encore faut-il qu'il laisse agir les éléments, surtout lorsqu'ils ne sont pas prévenus. Merci infiniment, Alain Lecarrou, d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Merci à vous, Jean-Philippe Moinet, d'avoir été notre invité.